Bonjour, bienvenue donc de retour dans notre deuxième journée de notre événement international en ligne organisé par le groupe Educateam sur le thème des enjeux des organisations et quelles compétences. Donc, enjeux d'organisation en 2021, quelles compétences à la clé. Alors évidemment, avant de parler des sujets des compétences, nous avons, lors de la première journée d'hier, donc du 14 avril 2021, traité des organisations dans tous les secteurs d'activité, d'abord dans leur contexte macro puis microéconomique, et nous nous sommes penchés sur la problématique de ce qui fait bien fonctionner les organisations dans leur environnement réglementaire et évidemment avec tous les enjeux que connaît aujourd'hui cet environnement depuis la transition que nous vivons depuis plus d'une année maintenant. Et évidemment, nous sommes arrivés vers la convergence, tant hier que ce matin lors des premières interventions, soit question pour un expert ou regard croisé d'experts, sur deux sujets qui ont été traités. Le premier était de faire une mise en contexte des enjeux, des perspectives pour le développement du secteur bancaire et financier dans sa globalité, avec un focus quand même assez Maroc. Et puis ensuite, nous avons eu de très bons experts qui sont passés tout récemment donc, à l'écran pour nous parler de la transformation des modèles bancaires et financiers au service de la relation client. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que dans chacun des propos de ces experts, nous avons entendu une convergence, d'abord en termes d'alignement des visions, sachant bien que les enjeux sont quand même très partagés, mais aussi nous retrouvons très souvent, malgré le fait qu'on parle du client, la notion du capital humain interne de l'entreprise, l'organisation et le rôle que joue la formation, l'accompagnement, les montées en compétences en général ou la montée en compétences en général. Et pour parler justement des enjeux de compétences et de formation, j'ai le grand honneur et le plaisir d'accueillir un ami qui est maintenant en phase de devenir un ami proche. Pourquoi? Parce que nous partageons des valeurs en commun. Nous avons beaucoup parlé de valeurs aussi ces derniers temps dans cet événement. J'ai le grand plaisir, l'honneur d'accueillir Éric Depont, qui est le directeur général de l'École supérieure de la banque. Éric, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous, bonjour Driss. Comment allez-vous, Éric? Ça va? On peut se tutoyer, Driss? Oui, absolument. Alors, j'ai voué tout le monde pendant le panel, mais bon, on pourra se tutoyer avec plaisir. Merci beaucoup de m'inviter. Donc, je voulais parler de votre parcours très succinctement et de ton parcours. Merci de m'y inviter. Vous avez été, d'abord, vous êtes un homme du secteur bancaire et financier avant d'être un homme de l'humain, hein, je veux dire l'humain avec un grand H. Pour parler rapidement de votre parcours, donc vous avez été inspecteur chef de mission, donc vous êtes passé par l'inspection, ce qui est très important à la CEN-CEP. Vous avez été directeur de groupe de la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, pardon, Val-de-France Orléanais, directeur audit et contrôle de la Caisse d'épargne de Picardie, donc vous avez bougé, c'est bien. Et puis ensuite, très important, des DRH au niveau de la Caisse d'épargne Picardie, avec vraiment un focus sur énormément d'apports en termes de RH, jusqu'au moment où vous avez été en charge chez la Caisse d'épargne Nord cette fois, directeur des ressources humaines avec un contingent de collaborateurs très, très important, puis président d'Opcalia. Vous nous direz un peu si vous voulez ce que c'est. Et puis ensuite, directeur du développement des compétences et des apprentissages chez le groupe BPC. Alors là, c'est là que vous avez le plus gros effectif en termes de contingent de collaborateurs. Les chiffres sont édifiants. Et là, vous étiez sur des sujets qui étaient vraiment des sujets pur métier. C'est très intéressant de le dire parce que quand je dis métier, je parle du métier des compétences, des ressources humaines, où vous avez été en charge de sujets qui sont liés au change management, au développement des compétences, pour ne citer que deux exemples. Et depuis maintenant octobre 2020, nous avons le grand plaisir de vous avoir en face de nous comme directeur général de l'École supérieure de la banque, un acteur de premier plan international en matière de formation d'accompagnement pour le secteur bancaire et financier pour bien élargir le scope, qui est réellement pour nous aussi le début de l'histoire de la relation qu'entretient le Maroc avec la France, il faut le dire, sur un plan d'échange, d'abord d'échanges intellectuels au tout début de l'histoire dans les années 70 et même avant. Hein, on recense dans nos archives des parchemins de formation interbancaire qui remontent à 1967 et certains des experts de l'époque nous disent qu'on a certainement des traces antérieures à cette période, avec une naissance très forte de ce qu'est la formation interbancaire mutualisée en 1926, puis vraiment une consolidation en 1932 en France.
Et c'est important de faire ce parallèle parce qu'on va parler un peu de la crise de 29. Et donc, ça veut dire que nous, au niveau du Maroc et nous tous au niveau du continent, nous sommes totalement dans la continuité de ce qui est une longue tradition de la formation pour le secteur bancaire. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter avec une certaine émotion quand même parce que, vous savez, la relation qu'on entretient entre nos deux pays est quelque chose de très fondamental en termes de… elle remonte à bien longtemps. Les siècles raconteront bien mieux que moi cette histoire qui nous a liés. Mais aujourd'hui, économiquement parlant, nous avons de très fortes relations, politiquement, diplomatiquement, et aussi aujourd'hui, comme on le sait bien, on est là pour démontrer que cette relation s'étend à l'humain sur la dimension pédagogique. Et c'est dans ce contexte que je suis ravi de vous accueillir pour vous donner votre temps de parole qui va être d'à peu près, on a entre nous une vingtaine de minutes sur dans cette session. Le sujet qui sera le vôtre est enjeux et perspectives pour les établissements bancaires au nord et au sud de la Méditerranée. Vous êtes un homme du monde, cher Eric, vous êtes ouvert aux cultures du monde. On l'a tout de suite senti dans nos échanges. Nous avons eu beaucoup d'échanges qualitatifs sur ce que sont les enjeux d'une part et d'autre de la Méditerranée avec une vision beaucoup plus large que juste la rive nord et sud de la Méditerranée et en termes de territoire, mais aussi cette notion que finalement, on se l'était dit dans un échange, ce que je disais en propos introductif, c'est que ce qui était un gap en termes de modèle de développement, en termes d'enjeux, il y a peut-être quelques années, ce qu'on pouvait considérer comme quelques écarts de maturité de marché, finalement, cette phase de transition que nous vivons aujourd'hui a permis de résorber complètement les écarts en question. Alors, ce que vous allez nous dire, vous, dans votre très belle intervention, j'ai vu votre plan, on en a parlé, j'attendais avec beaucoup d'anticipation, au même titre que ceux des autres intervenants, mais pourquoi? Parce qu'on va ancrer ceci dans notre engagement mutuel d'accompagner le développement des compétences. Vous allez nous parler des impacts, évidemment, de la transformation de la crise sanitaire sur le modèle bancaire, et puis les effets de cette transformation sur les métiers, donc les compétences. On parle bien de métiers avant de parler de compétences, puis de formation à la clé. Et vous allez nous parler également du rôle que joue et de la manière dont se structure à un niveau stratégique l'École supérieure de la banque, notamment dans le cadre du partenariat que nous proposons ensemble au secteur bancaire et financier au Maroc, au profit des réponses qu'on peut apporter à toutes ces transitions. Est-ce que je peux vous proposer, cher Eric, de faire peut-être un état des lieux dans un premier temps sur ce qui a changé depuis cette grande transformation que traverse l'humanité ces derniers mois? Bienvenue à vous encore une fois et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce très très bel accueil et ces mots très gentils, Driss. Je suis très ému et j'espère que je vais pouvoir retrouver suffisamment de verve pour expliquer la suite de cette transformation parce que les mots que tu as prononcés sont très gentils, très sympathiques et me touchent véritablement. Peut-être juste avant d'aborder cet état des lieux, effectivement vous dire à quel point je suis honoré d'être à vos côtés aujourd'hui pour partager, pour débattre avec vous, même si on le voit bien, ce distanciel ne favorise pas forcément les échanges de façon totalement interactive, mais en tout cas, grâce à Driss, vous avez un modérateur qui va pouvoir relayer les questions et vraiment, j'accorderai beaucoup d'importance à répondre très, très largement aux questions, aux remarques que vous pourriez avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, tu y as fait référence, mais je veux quand même le rappeler parce qu'il fait partie de notre ADN respectif. C'est que voilà, la banque est un très beau métier. Je pense qu'on est des bons produits du secteur bancaire. La banque nous a permis d'avoir de belles évolutions professionnelles. La banque voilà, il faut le dire avec beaucoup de guillemets, le plus vieux métier du monde, en tout cas un des plus vieux métiers du monde, et qui a eu cette intelligence qu'à chaque étape de sa vie, il a su s'adapter, se transformer pour répondre aux enjeux, pour répondre aux besoins. Et là, on va en parler dans un instant. Ce qui nous arrive actuellement, qui est une crise quasiment sans précédent, nous oblige encore à nous adapter, à nous adapter très très vite. Et là, la banque, la précédente table ronde l'a bien démontré, est en train de complètement relever les défis. Et nous avons eu la chance, avec ton papa, avec mes prédécesseurs, de créer cette relation, ce partenariat entre le CFPB et puis ce qu'était à l'époque le CFPB en France. On voit qu'il y a une dimension qui est proche, mais au CFPB, il y avait la dimension internationale en plus que nous n'avions pas. Et moi, je me réjouis de ce partenariat qui évolue, qui se développe, qui prospère. Et là aussi, on va le développer dans le cadre de nos échanges.
entre le nord et le sud, ou le sud et le nord de la Méditerranée. J'y reviendrai parce que je pense que la nature de la relation est en train de s'inverser. Mais en tout cas, entre les deux côtés de la Méditerranée, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est important d'avoir créé cet axe entre Educatim et puis l'École supérieure de la banque. Je pense qu'on a besoin d'avoir des banquiers des deux côtés de la mer. Et puis, à titre beaucoup plus personnel, et tu le sais, voilà, je suis très touché par notre amitié et toute l'importance que tu y donnes. Alors, dans les propos que je vais avoir, que tu as déjà bien introduits, il y aura peut-être quelques petites redites avec la table ronde précédente que j'ai trouvée particulièrement riche, intéressante, qui décrit parfaitement la situation qui est en train de se jouer. Et comme tu le disais, le modèle de banque est en train de se transformer, les métiers se transforment et forcément les compétences qu'il nous faut accompagner, elles aussi évoluent. Et c'est de ça dont on va parler. Et elles évoluent à un rythme qui est un rythme qu'on a connu, je pense, dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire récente du monde, que 3 fois. La première, c'était en 1929. Alors, je sais que ça ne va pas te plaire parce que tu disais tout à l'heure, en ouvrant cette deuxième journée de table ronde, que la Grande Dépression de 1929 avait mis beaucoup plus de temps à arriver en Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite, mais je pense que l'ampleur est comparable et que dans l'histoire, on se souviendra de la Covid-19 comme on se souviendra dans les livres d'histoire de cette dépression de 29 et également du premier choc pétrolier qui a bouleversé complètement les économies et qui ont obligé les acteurs qui vivaient de cette économie à se réveiller, à se secouer sérieusement les plumes, entre guillemets, pour réagir, adapter leurs organisations et faire évoluer leur business model. En 2020, le monde bancaire a pris conscience de cette transformation. La France en particulier, la profession bancaire a été violemment secouée par cette situation. Tu rappelais tout à l'heure l'important, globalement, l'effet sur le ralentissement économique. En France, c'est quasiment 9 points de PIB en moins. Le secteur bancaire s'en sort un petit peu mieux parce qu'il a été un acteur qui a continué à exercer son activité. Pour autant, ça a ébranlé un petit peu toute cette mécanique. Et là aussi, la précédente table ronde en a parlé. Il ne faut pas voir cette crise comme étant simplement une transformation brutale et non prévue, parce que les banques s'y étaient toutes engagées. Ça fait quand même plusieurs années que les banques avaient organisé une riposte à l'attaque de ce qu'elles appelaient leurs prédateurs, que ce soit les GAFA, les pure players, les fintech, tu en as parlé également, sauf qu'elles l'abordaient sous un angle jusqu'à présent qui était une réponse marketing. On était attaqué par de nouveaux concurrents, par des néobanques qui venaient marcher sur nos plates-bandes, donc la réponse était marketing. Et là, subitement, on s'est aperçu que ce n'était pas que du marketing, c'était le modèle qui était en train d'être secoué et que pour pouvoir exercer cette mission qui nous est confiée par l'État, au sud et au nord de la Méditerranée, d'être des opérateurs d'importance vitale, sans nous, l'économie ne fonctionne pas. Donc, on nous a demandé de continuer à rester ouverts, à maintenir notre activité. Et on voit bien que là, forcément, la situation nous a plongé dans la piscine. On est tombé dans le bain, il a fallu apprendre à nager en situation. Et ce qu'on avait du mal à faire, et là, je vais commencer à arriver sur le sujet des compétences, ce qu'on avait du mal à faire depuis un certain nombre d'années, à transformer nos comportements, nos attitudes, nos relations vis-à-vis de nos clients, parce que quand on est un banquier retail traditionnel qui est habitué à faire de la relation de face à face avec ses clients, du jour au lendemain, apprendre la relation en mode distanciel, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de naturel, parce que là, c'est pas que de la technique, c'est d'abord et avant tout du comportemental. La table précédente encore en a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc, en fait, cette crise, elle nous a vraiment frappé et elle a agi un peu comme un révélateur de la maturité digitale des banques. Et là, on voit que des deux côtés de la Méditerranée, la maturité digitale n'est pas tout à fait la même et que tout le monde n'est pas aussi bien préparé et n'a pas forcément les mêmes atouts pour pouvoir réagir à cette situation. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Alors,
pour rester, parce qu'on a une belle réunion internationale, pour rester un petit peu dans le monde international et dépasser les relations entre l'Afrique et l'Europe et élargir un petit peu à l'Asie, les Chinois ont deux idéogrammes. Un qui se prononce Wei, qui veut dire le danger, un deuxième qui se prononce Ji, qui s'appelle l'opportunité. Et je trouve que quand on rapproche les deux mots, on a, disons, les deux idéogrammes, on a un mot qui apparaît en chinois, qui a vraiment beaucoup de sens, qui est le mot crise. En fait, ce mot crise, dans la culture chinoise, c'est à la fois la conjugaison du danger, ce qu'on est en train de vivre actuellement, et de l'opportunité qu'a provoqué ce danger à nous faire réagir. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le secteur bancaire et le monde du retail en particulier est complètement en train de réagir de façon très positive à cette situation. Et nos salariés qui appréhendaient jusqu'à présent le passage au monde digital, à travailler dans l'univers omnicanal, eh bien aujourd'hui se retrouvent forcés et contraints de s'y mettre et puis se rendent compte que finalement, ce n'est pas si difficile que ça, surtout que l'univers du digital, un des intervenants de la table ronde tout à l'heure l'évoquait, le digital répond à des usages, répond d'abord et avant tout à des besoins, et en fait, c'est pas le digital qui est une finalité, c'est l'usage qu'il apporte à l'utilisateur qui fait son adoption par cet utilisateur. Steve Jobs, d'ailleurs, l'avait très, très bien défini. Il disait moi, j'invente des produits et c'est les clients qui trouvent les usages et les utilisations de mes produits. Et je crois que c'est ça qui s'est passé réellement et qui a provoqué cette accélération. Alors, on a parlé un peu des conseillers dans les agences qui se sont pris cette réaction et nos états-majors dans les banques, ça les a aussi un petit peu secoués parce qu'ils ont pris conscience, eux, par contre, du gap à combler entre la banque totalement physique et la banque totalement digitale dans une relation beaucoup plus full digitale, c'est-à-dire c'est pas l'un ou l'autre, c'est le meilleur des deux mondes. C'est une relation dans laquelle certains actes demain resteront digitaux, mais par contre, les moments clés de la relation avec le client, eux, doivent se faire et continuer à se faire en face à face. Là aussi, ça a été largement traité tout à l'heure, y compris par Ayala Goudi. C'est pas la technique qui fera la banque de demain, c'est l'humain, puisque c'est l'humain qui est au cœur de la relation avec le client et c'est lui qui transforme tout ça. Mais par contre, ce que nos états-majors ont compris, c'est que pour aller plus vite et plus loin et ressembler davantage à leurs prédateurs, il allait falloir mettre les bouchées doubles bien au-delà, comme je disais précédemment, de la simple cosmétique marketing, le mode relationnel qui change. Non, non. La banque digitale de demain, c'est une banque qui va beaucoup plus utiliser la data, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça aussi, ça a été dit, pas pour remplacer l'humain, l'intelligence artificielle au service de l'humain, l'intelligence artificielle pour alimenter le conseiller augmenté, c'est-à-dire la banque étant devenue de plus en plus difficile, les modèles mathématiques, économiques que vont proposer l'intelligence artificielle, tous les algorithmes qui vont pouvoir être produits grâce à l'informatique quantique, notamment, vont permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite et de rendre le conseiller beaucoup plus efficace. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas la technique. La technique apporte de la solution, mais c'est l'humain qui entretient la relation avec le client. Voilà. Alors ça, c'est une vraie, vraie prise de conscience parce qu'on voit qu'on y allait un petit peu mollement sur transformer les habitudes des conseillers et puis on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas ça qui est le plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est tout ce qui va rester à construire derrière et donc faire venir des ingénieurs dans le secteur bancaire pour rehausser des ingénieurs, des scientifiques, véritablement dans le secteur bancaire, pour construire les outils techniques qui vont permettre à la banque de demain de se faire. Alors, au-delà de ce diagnostic, la situation a révélé des forts besoins en termes de montée en compétences. J'y reviens, dans le retail, d'abord, ce qui fait la différence entre une banque classique et une néobanque, de plus en plus, ce sera la relation. La banque classique propose des produits en libre service. Google avait annoncé la fin du système bancaire en disant, de toute façon, vous trouverez chez moi la totalité des services bancaires. Donc, les services bancaires étant en ligne, vous n'avez plus besoin d'avoir de banque. La crise actuelle démontre l'inverse. Donc ça, on va continuer à le développer. La deuxième évidence qui a été révélée, c'est que le défi de la compétence, là aussi, ça a été évoqué,
portera demain beaucoup plus sur les soft skills que sur les hard skills. Là aussi, la technicité bancaire avait considérablement facilité, on parlait d'intelligence artificielle, d'outils qui vont se mettre en place pour aider le conseiller à être plus efficace, pour l'aider à proposer les bonnes réponses complexes à ses clients. Mais on voit bien que là, si on veut apporter cette valeur ajoutée, ce n'est pas la réponse technique qu'il faut faire évoluer, c'est la dimension du conseiller lui-même. Donc, ces soft skills vont évoluer. Alors, il y a une exception à ce que je dis, c'est que oui, on va continuer à devoir former les conseillers bancaires parce que la réglementation va continuer à se durcir, va se complexifier et nos régulateurs respectifs sont de plus en plus exigeants et ça, on n'y échappe pas. Et puis, une petite critique à l'encontre de nos régulateurs, tant qu'ils vont considérer que c'est la formation qui fait la compétence, ils vont nous rajouter des heures de formation. Alors, je ne devrais pas m'en plaindre en qualité de patron d'un organisme de formation, parce que finalement, ils me rendent service. Mais dans la réalité, je pense qu'ils se trompent. Ce n'est pas le diplôme qui rend les gens intelligents, c'est ce qu'ils en font. C'est la mise en œuvre pratique de la compétence en situation de travail qui les rend meilleurs. Et je pense que demain, plutôt qu'un objectif de moyens, un objectif de formation, nos régulateurs devraient s'intéresser davantage à un objectif de résultat qui est le niveau de compétence. Est-ce que je maîtrise ou pas l'ensemble des compétences pour exercer le métier? Enfin, je vais accélérer un petit peu sur ce sujet des compétences pour laisser encore un peu plus de place au débat. Alors, la compétence technique, j'ai beaucoup parlé de la technique, elle est bien évidemment importante, cette compétence technique. C'est même un prérequis, mais on voit bien qu'elle est juste insuffisante. Ce qui va être important, c'est la dimension relationnelle avec les clients, c'est-à-dire comment il est capable, notre conseiller augmenté, d'interréagir avec l'ensemble des canaux à sa disposition, d'être à l'aise avec le face-à-face, d'être à l'aise avec les classes virtuelles, avec les visioconférences, d'être à l'aise avec le téléphone, d'être à l'aise avec le mail dans l'ensemble de la relation. Quelque chose qu'il est en train d'acquérir, qui est difficile pour lui, c'est comment on mène un entretien à distance. C'est difficile de mener un entretien à distance. C'est facile de faire une vente à distance, mais de faire un entretien de découverte, il y a des étapes, c'est un entretien structuré avec un certain nombre de méthodes à appliquer, et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Voilà, bon, on le voit bien, je vais faire court parce que le temps tourne, mais il y a une vraie dimension comportementale qu'il va falloir apporter au conseiller. Pas que le conseiller, également son manager, parce qu'on voit bien que le contexte du management est en train de complètement changer. C'est absolument remarquable parce que, merci beaucoup, cher Eric, parce que ça permet de bien planter aussi les enjeux à nouveau dans un contexte encore plus large. D'abord, d'aller regarder jusqu'en Asie pour mettre en évidence que, en effet, la culture chinoise, on ne peut pas s'empêcher de parler de la Chine aujourd'hui. On en a toujours parlé, on en parlera encore longtemps. Et donc, le sujet, il est là, c'est qu'ils sont plus dans des stratégies de contournement, des stratégies de conciliation par rapport à la transformation des risques en opportunités. Est-ce que c'est bien un modèle qu'on peut avoir à l'esprit quand on pense à transformer cette crise de menace en une crise d'opportunité? Aussi d'avoir bien précisé à quel point à nouveau on retrouve les enjeux de nouveaux modèles de transformation des compétences avec au cœur des enjeux d'établissement bancaire, le sujet de la data, comment elle est traitée. J'ai bien entendu le sujet de Google qui mettait en évidence qu'il serait possible de se passer de sa banque dans quelques temps. Nous avons de manière un expert qui va intervenir en préambule, qui va nous parler de l'impact des GAFAM sur les établissements bancaires et les compagnies d'assurance. La réunion plutôt rencontre de demain étant réservée à l'assurance. Et donc, tous ces sujets-là sont absolument remarquables. Il y a tellement encore à dire. Nous avons un autre panel qui va démarrer juste après. Comme on est un peu tendu en termes de temps, mon cher Eric, j'aimerais vraiment te proposer en une minute de faire ta synthèse ou plutôt ta perspective. Alors, j'ai entendu dans tes propos qu'il y a une perspective d'évolution qui est bien précisée, bien tracée. Mais en un mot, je vais te proposer différemment de nous dire si demain tu étais le DRH d'une banque, qu'est-ce que tu ferais différemment? Voilà ce que je te propose comme question qui n'était pas forcément à l'ordre du jour, mais on va intégrer. Ça permet d'aller à la problématique du client également de ce point de vue, au-delà de toutes les belles choses que tu nous as déjà dites. Alors, pour aller à l'essentiel, tout va dépendre si je suis DRH au nord ou au sud de la Méditerranée, parce que je pense que là, par contre, les situations vont être assez fondamentalement différentes. Je pense que la situation du DRH au sud de la Méditerranée est beaucoup plus enviable que celle du nord. Je vais illustrer mes propos. Le nord de la France est très bancarisé.
On peut imaginer que l'infrastructure est plus facilitante pour embarquer cette nouvelle technologie. Je pense qu'au contraire, ce sera beaucoup plus difficile sur le vieux continent de s'adapter à cet univers digital, à cet univers en transformation, parce que je suis bien placé pour en parler. Hein. Quand on a un peu d'embonpoint, un peu d'obésité, quand il faut accélérer, courir plus vite, on a un peu plus de mal à se mettre en mouvement parce que la réalité nous ancre et nous freine dans notre quotidien. Je pense qu'il est beaucoup plus facile dans la nouvelle économie, dans les économies émergentes, où il n'y a pas ce poids déjà de la structure, où au contraire, il y a un certain nombre d'atouts qui sont très favorables, la jeunesse, le dynamisme. Comme le disait, je crois que c'est, Ricardo Diaz tout à l'heure, où le mobile phone est vraiment généralisé et entre toutes les mains, il y a un contexte qui nous est beaucoup, beaucoup plus favorable et on n'a pas le temps de le développer, mais tu me réinviteras, puis j'en parlerai. Mais on voit bien, j'avais un certain nombre d'exemples en Afrique qui montrent à quel point aujourd'hui le continent africain est capable de s'emparer beaucoup plus rapidement de ces nouvelles technologies et de construire la banque de demain. Le Maroc est un des acteurs qui est en tête sur ce sujet, mais pas que. Il y a d'autres pays, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, qui également ou le Kenya, qui ont également innové de très très belles choses. Et je pense que voilà, la relève, elle est sur le continent africain. Et si je pouvais résumer en une phrase, je pense que le grand défi pour le continent africain, ça va être d'investir, comme a su le faire l'Inde il y a quelques années, d'investir sur le knowledge management, la compétence. Vous avez tout le contexte favorable pour acquérir la compétence et vous avez un terrain de jeu qui est remarquable pour le mettre en œuvre. Exactement dans le sens de ce qui est notre stratégie également au niveau d'Educateam. Investir dans les cerveaux, c'est bien ce que disent les Finlandais, ils n'ont pas de ressources minières, mais en tout cas, ce que cher Éric Depont, directeur général d'École supérieure de la banque, a dit, il faut savoir que l'École supérieure de la banque est présente dans plus de 30 pays en termes de formation et accompagnement, dont le Maroc, évidemment, par le biais du partenariat que nous avons le grand plaisir et privilège de développer ensemble. Mais c'est clair que investir dans le knowledge, investissons. D'ailleurs, je produisais hier un article à l'attention des assureurs disant que le plus important, c'est de voir la formation non pas comme un coût ponctuel, mais comme un investissement durable. Merci beaucoup, cher Éric Depont. Merci à toi. Je te tutoie pour la fin et vraiment, ça a été un plaisir de t'entendre. Et nous allons faire d'autres rencontres ensemble, évidemment, pour partager encore plus cette merveilleuse expertise dont tu nous as donné un aperçu aujourd'hui. À très vite et on va continuer dans 30 secondes sur le prochain panel. Alors, je vous annonce d'ores et déjà le prochain thème. Nous sommes engagés sur la problématique des établissements bancaires, évidemment, depuis le début de la matinée. Nous allons parler de leurs clients dans quelques instants. Je vous laisse la surprise de ce que sera le thème. Merci encore, cher Eric.